Aujourd'hui, on va parler de cette peinture à l'huile que j'ai fraîchement terminée. Ça fait quelques fois que j'annonçais que ça allait venir, donc voilà, c'est aujourd'hui. Donc voilà, tu vas voir, on va parler un peu du dessin, de la grisaille, de la colorisation, des glacis, pas des glacis, du relief, de la lumière qui se reflète sur les reliefs ou pas, des couleurs, des changements de direction éventuels et tout. On va voir pas mal de trucs. Et tu vas voir aussi que c'est pas du tout évident et qu'en fait, je suis passé au travers de pas mal de galères. Il y a eu des changements de direction. Des fois, tu vas dans un endroit, puis en fait, tu te trompes et finalement, tu te rends compte que c'était bien et que tu as fait une erreur en recouvrant ce que tu avais recouvert. Donc voilà, la peinture, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Et au-delà de partager un maximum de techniques avec vous, j'avais aussi envie de partager la dialectique essai-erreur qu'il y a au fur et à mesure du processus de création. Et je suis convaincu que tu trouveras des informations utiles pour tes propres peintures dans cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parallèlement à ça, j'avais envie de faire une vidéo foire aux questions pour les 5000 abonnés, donc si vous avez des questions, peu importe, mettez-les dans les commentaires, et puis si on a suffisamment et qu'il y a du contenu et que c'est cool, je ferai une vidéo un petit peu spéciale pour ça. Donc voilà, c'est cool, assieds-toi et puis j'espère que tu passeras un bon moment. Alors évidemment, on va commencer par le dessin, et c'est d'autant plus important si t'es pas forcément à 1000% à l'aise avec le sujet que tu vas peindre en fait. Il est tout à fait possible de pas dessiner et de peindre directement. Moi j'ai préféré la jouer un petit peu sécurité et puis passer un petit peu de temps à dessiner. Donc le but c'est d'abord de placer mon sujet dans la toile pour que ce soit un petit peu en harmonie avec l'espace. Dans l'espace, que ça soit pas trop petit, pas trop gros et que ça me semble à mon goût satisfaisant. Donc pour le moment c'est du ressort de la composition, et si tu as envie pour t'aider de faire une division au tiers ou au nombre d'or, tu peux. Il y a aussi d'autres façons pour composer. Moi je fais ça un petit peu à l'œil, je place la masse en me demandant si c'est plutôt bien placé, et puis voilà. De toute façon c'est une composition relativement simple puisque j'ai vraiment un sujet principal en plein milieu. Ensuite, une fois que j'ai fait quelques traits qui me permettaient de repérer l'espace qu'allait prendre mon animal en fait, je vais pouvoir commencer à appliquer les volumes de base les plus simples. Donc avec des œufs en fait je vais commencer à appliquer des volumes, puis des axes. J'applique ici exactement la même méthode que celle que j'explique dans ma série dessin en 3D. Il s'agit simplement ici d'un format un peu plus grand, donc ça prend un petit peu plus de temps, c'est un petit peu différent. Mais justement, entraîne-toi à faire des dessins petits et puis des dessins grands, entraîne-toi un petit peu à tout, sinon en fait tu vas te retrouver très bon dans un domaine et pas dans un autre. Et on est surpris de voir à quel point parfois des changements de conditions peuvent changer drastiquement le résultat. Et la taille fait partie des changements de conditions, donc voilà, c'est bien de s'entraîner un peu à tout. Et j'ai plusieurs références photos, je vais essayer de les mixer un petit peu pour faire ma propre création. Faut pas hésiter à recommencer son dessin, c'est pas du tout un problème, donc n'hésite pas à gommer, refaire, tu vois, j'ai refait la tête au moins 5 fois, et tu vois, c'est pas du tout un souci, ça m'a permis simplement, à la limite, à chaque fois, je le prends comme un entraînement nouveau, et puis voilà. C'est vrai que parfois en peinture, où les gens qui sont attirés plutôt par l'art un peu classique, comme ça, on a tendance à donner un petit peu trop de valeur à notre art, à nos dessins, etc. Alors que dans les milieux d'illustrateurs, bien par exemple lorsque quelqu'un a une commande et doit faire pourquoi pas un hibou comme ça pour un film ou quoi que ce soit, ils vont devoir faire beaucoup de modèles en fait, donc ils font beaucoup de différents sketchs, et c'est justement parce qu'ils en ont fait beaucoup qu'ils peuvent en fait définir celui qui va leur plaire le plus. Donc en fait ils s'accordent relativement peu de valeur à leur dessin, finalement ils en font beaucoup, ce qui les rend de fait très bons aussi. Donc voilà, peut-être être un peu moins crispé, pas hésiter à gommer, pas hésiter à refaire un certain nombre de fois, c'est pas du tout un problème, ça fait partie du processus créatif. Ensuite je vais dessiner la hache, et pour le coup c'est un objet très mécanisé donc c'est quand même pas mal plus facile. Simplement il faut faire un petit peu attention au point de fuite, à la perspective, etc. Donc comme tu peux voir dans mon dessin, je donne un rendu à peu près homogène et j'essaie d'éviter de surdétailler une zone avant une autre. Le but c'est que tout avance de façon un petit peu progressive en même temps. Alors maintenant, on va faire la grisaille et je vais t'expliquer comment et pourquoi on fait un truc pareil. Donc la grisaille, en fait, elle peut être faite de différentes façons. Moi, ici, je la fais avec du noir et du blanc, tout simplement. Néanmoins, tu peux tout à fait la faire avec du marron et la transparence, du rouge, du vert, ça n'a aucune importance. En fait, quelle que soit la couleur dont tu te sers, toute grisaille a un objectif commun, c'est de faire une version tonale de ta peinture. Ça veut dire une version où les valeurs sont respectées. C'est quoi les valeurs? C'est la gradation entre le trait foncé et le trait clair, indépendamment de la couleur. Donc tu peux faire une grisaille rose si ça te chante, tu peux faire une grisaille noire, verte, violette, ça n'a pas d'importance. C'est les différences de clair et de foncé qui comptent dans ce cas précis. C'est un chapitre qui est souvent beaucoup trop ignoré par les artistes en général, et en fait il faut comprendre que les valeurs, c'est sans hésiter une des choses les plus fondamentales à comprendre et à maîtriser. Donc même si c'est pas toujours nécessaire de faire une version en noir et blanc, c'est de toute façon une bonne chose de savoir le faire, parce que si tu sais pas le faire, ça veut tout simplement dire que t'as pas une bonne compréhension des valeurs, et de fait, lorsque tu vas passer à la couleur, ça va de toute façon être le bordel en fait. De plus, dans la mesure où là c'est une peinture d'imagination, le fait de faire une version en valeur de ma peinture, en fait ça rajoute une étape qui me permet de travailler en sécurité. Évidemment, si tu recopies une photo et que toutes les couleurs sont déjà prédécidées par ta référence, forcément, c'est plus simple, puisque tu as juste à checker tes couleurs et puis à les appliquer sur ta peinture. Là, dans ce cas précis, c'est pas le cas, et donc je compose un peu ma peinture au fur et à mesure qu'elle apparaît devant mes yeux aussi.
Et je vais peindre avec du noir et du blanc, à la place de peindre, souvent ce qui se fait en fait c'est du marron, du médium, et puis en fait tu fais une espèce de grisaille au marron, et puis tu enlèves la peinture pour laisser rejaillir la lumière, et après tu rajoutes du blanc. Ça c'est la méthode on va dire classique, et probablement la meilleure. Là dans cette approche j'utilise du blanc et du noir aussi parce que j'aime bien commencer à construire un petit peu de matière dès la première couche pour que ensuite les glacis que je fais puissent s'imprimer à l'intérieur des reliefs, mais on verra ça plus tard. Donc tu vois le fond, je le fais vraiment avec une valeur pas trop foncée, pas trop claire. C'est relativement foncé parce que je sais que mon hibou va comporter les zones les plus claires ainsi que les zones les plus foncées. Néanmoins ça reste quand même quelque chose de suffisamment intermédiaire pour ensuite pouvoir me laisser la liberté d'aller dans un sens ou dans l'autre, plus clair ou plus foncé, sans que ce soit trop choquant. Donc évite d'utiliser des blancs purs, évite d'utiliser des noirs purs, soit pas trop extrêmes, soit subtils, des variations légères peuvent donner beaucoup d'informations. Ensuite, quand j'attaque mon hibou, je sais que j'ai envie qu'il soit plus clair que le fond. Néanmoins, à l'intérieur de mon hibou, il y a aussi des variations de valeur entre les zones qui sont frappées par la lumière et les zones qui ne sont pas frappées par la lumière. Ça veut dire que je vais devoir faire en sorte que ces zones-là soient visibles, néanmoins elles vont être pas mal compressées. Ça veut dire qu'il va falloir réussir à donner le volume de l'objet avec des variations assez légères. Ça, c'est aussi un exercice intéressant pour éviter de partir dans des extrêmes trop extrêmes avec des contrastes surpuissants. À la deuxième séance de ma grisaille, maintenant que ça c'est cicativé, en fait grâce au liquin ça m'a pris à peu près 24 heures, c'est assez rapide, je vais retravailler le fond et pour faire en sorte de faire bien ressortir mon oiseau, je vais retravailler un fond avec des valeurs beaucoup plus foncées, et ça, sans même avoir besoin de toucher à mon piaf, en fait ça va le faire ressortir énormément, puisqu'en fait on a plusieurs solutions pour modifier un objet, en fait on peut le modifier directement, en changeant sa couleur, sa valeur, etc. Ou on peut le modifier indirectement, en changeant le contexte dans lequel il se trouve. Donc si là par exemple mon hibou, j'ai envie qu'il ressorte plus, mais j'ai quand même envie qu'il garde cet aspect un peu diaphane, un peu pâle, eh ben il n'y a pas de problème, je peux tout simplement travailler mon fond à la place de travailler mon hibou. Ce qui m'empêche pas par ailleurs par la suite de revenir travailler mon hibou à nouveau, néanmoins voilà, il faut bien comprendre qu'un sujet n'est rien sans son contexte et inversement. Donc en fait les deux communiquent entre eux, donc il faut essayer de visualiser la toile dans son ensemble et l'harmonie dans son ensemble plutôt que de se focaliser vraiment sur une zone très précise. Là pour le moment en fait j'établis mes gros groupes de valeurs. Donc je peux voir qu'il y a des rythmes qui commencent à se créer. Le ciel est plus clair que la montagne est plus foncée que l'oiseau est plus clair que le ciel, les yeux de l'oiseau sont plus foncés que le reste du corps, l'eau est encore plus foncée que le reste, la hache est plus claire, etc. C'est un petit peu comme quand tu composes une musique et que tu fais à ce moment-là voilà, ton couplet, ton refrain, ton petit accord en septième qui va te permettre de faire une bonne finition sur ton phrasé, ce genre de truc en fait. Donc là c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est dans l'espace et ça s'écoute pas avec les oreilles, ça se regarde, mais le concept de la composition est un peu le même au final. Maintenant je vais faire 2-3 modifs sur ma grisaille, histoire que la lumière sur l'oiseau soit vraiment évidente. Et maintenant justement c'est à ce stade où je vais enfin pouvoir commencer à rajouter les détails. Donc les détails, c'est toutes les petites variations de couleurs locales qu'il y a sur les plumes, et je les applique sur ma forme en 3D. Donc ça c'est vraiment l'ordre dans lequel il faut prendre les choses. Il faut surtout pas commencer par les détails, il faut surtout pas se noyer dans la quantité incroyable d'informations qu'il peut y avoir sur une photographie par exemple, et commencer bien par comprendre les volumes avant de comprendre les détails. Donc si par exemple tu devais faire un zèbre, d'abord tu essayerais de le dessiner sans ses rayures, et petit à petit tu ajouterais les rayures. Si tu fais un léopard c'est pareil, tu fais pas les taches en premier, ce genre de choses. Donc le hibou et la hache, évidemment sur cette peinture, c'est le clou du spectacle, et c'est pour ça que je me permets de rajouter autant de petits détails et autant de petites variations. De cette façon, je suis sûr que le paysage est là pour mettre en valeur le point focal, et non pas l'inverse, tu vois. Alors maintenant il est temps d'appliquer un peu les couleurs, je vais commencer par appliquer un genre de glacis de rouge oxyde. Alors même si je pense qu'effectivement faire des grisailles en noir et blanc c'est un très bon exercice, le problème du noir et blanc c'est que du coup ensuite lorsque tu peins par dessus, c'est vrai que ça a une vibration qui est un petit peu terne. Alors c'est vrai que dès qu'on fait une grisaille, une version tonale de sa peinture avec une couleur plus chaude, il y a quelque chose un petit peu plus vibrant qui en ressort. Bon, ça c'est vraiment une question de choix, je pense que tout peut être intéressant, il faut expérimenter un petit peu tout et puis voir en fait dans quelles circonstances tel ou tel scénario est le mieux. Donc pour les couleurs pour le moment ça va être très simple, je vais avoir du bleu outre-mer et puis du marron et puis en fait je vais tout simplement gérer mes valeurs avec ça et en fait recouvrir mes nuages avec de la couleur et je vais rester sur un truc assez désaturé, peut-être un peu trop. De toute façon les nuages à la fin je vais complètement les refaire parce que je vais pas être vraiment satisfait au fur et à mesure du processus. Quoi qu'il en soit, un petit peu de la même façon que j'ai fait la grisaille en partant de la distance et en me rapprochant, là je vais faire un petit peu pareil, c'est-à-dire que je vais peindre le fond, puis les montagnes de devant, etc. opaque et ensuite je vais attaquer le hibou, mais le hibou je vais pas le peindre opaque sur la grisaille, je vais le peindre en glacis. Je
je vais éclaircir un peu ma ligne d'horizon avant de commencer à rajouter les montagnes qu'on peut voir et qui viennent vers nous. Et puisque ces montagnes elles sont assez lointaines et dans la perspective atmosphérique, elles vont être pas très détaillées, pas très foncées et plutôt tirées vers le bleu compte tenu de l'atmosphère du moment. Donc tu vois là je recouvre complètement ma grisaille et comme tu peux voir à la base de chaque montagne je vais rajouter un petit peu de peinture blanche que je vais fondre de bas en haut et ça va me donner l'impression qu'il y a un petit peu de brume qui se dégage de la base de la montagne entre les genres de fjords en fait. Il y a des creux et dans ces creux il y a de la brume qui remonte et cette brume qui remonte je la fais en rajoutant juste un petit peu de blanc à la base en fait. Alors toujours avec ce mélange très minimaliste, maintenant je vais venir travailler un peu mes montagnes de premier plan qui de toute façon vont être beaucoup plus foncées que celles qui sont derrière. Et puis je vais aussi venir recouvrir toute la zone de l'eau de sorte à ce que la couleur colle un petit peu avec la réflexion. Alors dans les montagnes que je suis en train de faire, je vais rajouter pas trop de détails parce que j'ai envie de faire quelque chose de très atmosphérique. Plus il y a de particules dans l'atmosphère, en fait, plus elles vont cacher tous les détails qui vont se trouver. Donc même si sur ces montagnes il y a peut-être des rivières, des oiseaux, peut-être il y a des forêts, il y a peut-être plein de choses, je vais tout simplement pas les détailler du tout. Ce que ça va faire d'abord, c'est que ça va augmenter cet effet de perspective atmosphérique qui va me donner l'impression qu'elles sont loin et peu définies, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas de détails sur ces montagnes va donner la priorité à l'oiseau énormément. Et ça, c'est pas une peinture de paysage, c'est un oiseau et je fais un petit paysage derrière pour le mettre dans un contexte. Donc de la même façon qu'on peut influencer un sujet directement ou indirectement, et bien ça marche aussi pour le nombre de détails que tu vas faire. Plus tu vas faire des détails à côté de la tête du hibou que tu es en train de faire, moins tu vas attirer l'œil sur le hibou lui-même et le plus tu vas attirer les yeux sur les détails qui sont à côté. Ça peut être désirable, ça peut être indésirable, ça c'est à toi de décider, chaque peinture est différente, j'aurais peut-être fait différemment dans d'autres circonstances, là c'est le choix que j'ai fait sur celle-ci. Alors pour donner une impression de réflexion qui était pas trop dégueu, c'est pas la folie non plus, hein, j'en ai conscience, mais bon voilà, c'est ce que j'ai fait pour le moment. J'ai tout simplement joué avec des rythmes un petit peu plus clairs qui se baladent à la surface de l'eau, et surtout j'ai essayé de faire attention à ce que les montagnes, la symétrie des montagnes dans l'eau, soit pas trop casse-gueule. Je vois beaucoup de peintures où on voit cette fameuse réflexion dans l'eau. C'est vrai que c'est pas évident et des fois on se dit ah c'est pas grave, c'est à peu près ça, ça suffit. En fait c'est assez précis et si l'eau bouge pas trop et qu'elle est assez statique, la réflexion c'est carrément un miroir. Donc les gars, prenez le temps éventuellement même de mesurer, de bien dessiner la crête de votre petite île dans la réflexion pour éviter d'avoir quelque chose c'est n'importe quoi. J'ai même vu des peintures où il y a 3 arbres en haut et puis seulement 2 arbres dans la réflexion. Et c'est dommage parce que l'eau qui réfléchit un paysage, c'est quelque chose de magnifique et il y a des gens qui évidemment le maîtrisent mieux que d'autres. Donc voilà, essaye au moins de faire en sorte que la symétrie entre ce qui est hors de l'eau et dans l'eau soit pas trop en vrac et prends le temps de le dessiner correctement si tu as besoin. Alors pour le hibou, je vais adopter une stratégie différente et en fait je vais plutôt y aller avec des effets de transparence. C'est vrai que les glacis vont donner un aspect fini qui va être un petit peu différent et donc le fait d'avoir fait le fond en opaque et le fait de faire le hibou en glacis, je pense que ça va contribuer à donner au hibou un côté encore plus focal. Après à l'évidence, il est tout à fait possible de faire un hibou tout aussi joli, voire beaucoup plus joli sans faire de glacis, etc. Ça c'est juste mon approche et ça fait aussi partie des choses que j'aime faire, donc voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Ça veut dire que ce que j'ai gardé en tête le plus, en fait, c'est quelle est ma zone d'ombre, quelle est ma zone de lumière. Dans ma zone d'ombre, j'ai fait des couleurs plutôt froides, voire bleues, sur les parties qui sont orientées vers le ciel. Pourquoi? Parce que dans les ombres, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ce soit à l'ombre, ça veut dire que c'est pas frappé par la lumière directe. Et dans l'ombre, il y a aussi tout ce qui est lumière réfléchie. La lumière réfléchie, c'est l'environnement dans lequel tu vis, qui se réfléchit dans la partie de l'ombre de ton objet. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, et la lumière réfléchie peut influencer, peut donner des couleurs très diverses à la partie d'ombre. Ça peut être du rouge au violet, du vert, ça peut être tout en fait. Là dans ce cas précis, la partie qui est orientée vers le haut du hibou, c'est une partie qui va être dirigée vers le ciel. Ça veut dire que ça va être plutôt bleu. Dans ce cas précis, bien sûr si le ciel était violet, ça serait plutôt violet. Cette couleur-là change aussi vers le bleu, aussi parce que le hibou lui-même est blanc en fait. Si par exemple le hibou était rouge, ça ferait pas ça, ça serait seulement comme rouge foncé, ou alors rouge un petit peu moins saturé, ce genre de truc. En fait, plus la couleur est claire, moins elle a de couleur en fait en quelque sorte, plus elle va être susceptible d'être influencée par les couleurs qu'il y a dans l'environnement. Je te conseille de te référer à la petite vidéo avec le pantin que j'avais fait pour expérimenter ça, c'est très clair. Donc comme tu peux voir, quand je peins le hibou, pour le coup, j'y vais souvent avec un pinceau un peu plus petit parce qu'au fur et à mesure, j'essaie de rajouter un peu de détails. Et aussi, je vais petit à petit travailler mes valeurs de plus en plus. Ça veut dire que je vais appliquer des glacis qui vont être plus foncés, en plus d'être un petit peu bleus dans la partie ombragée. Et je vais appliquer des glacis qui vont être plus chauds dans la partie à la lumière. Et en fait, à force d'appliquer des glacis comme ça, il va y avoir une balance de contraste qui va se faire de plus en plus, avec un effet de volume qui va se créer de plus en plus. Mais je garde toujours en tête mes fondamentaux, c'est-à-dire quel est mon objet, comment il se déplace dans l'espace, et comment moi je peux rendre cette impression de volume.
Alors maintenant que c'est de nouveau cicativé, je vais passer à un glacis chaud, c'est-à-dire avec du terre naturel, peut-être un peu de rouge oxydé de marron, je ne me rappelle pas exactement, dans la partie qui est frappée par la lumière. Ça va de nouveau la foncer un petit peu, et ensuite avec des rayons de blanc, je vais pouvoir revenir travailler un petit peu plus cette zone-là. Et dans la même logique, je vais venir passer un glacis dans les zones d'ombre, un peu plus foncé et un peu plus violet cette fois-ci. Donc là, tu vois, je vais passer un glacis bleu-violet dans la partie ombragée, qui va me permettre de refoncer cette partie. Ensuite, je vais aussi refoncer beaucoup la partie qui est vraiment en dessous, donc toute la partie qui est sous la hache, sous la queue, etc., que j'avais laissé très clair lors de ma grisaille. Donc comme tu peux voir, cette espèce de glacis violet que je suis en train de faire, il va être plutôt dans les zones qui sont orientées vers le bas ou vers nous. Les zones qui sont vraiment orientées vers le haut du ciel, elles vont rester plutôt bleues. Pour ajouter de la perspective atmosphérique, dans mes montagnes, pour qu'elles s'éloignent encore un petit peu, je vais faire un glacis très très clair, avec un petit peu de bleu, et puis surtout pas mal de blanc. Et puis je vais l'étaler un peu partout, et tu vas voir, en fait, ça va reculer un petit peu l'ensemble de mes montagnes. Si tu viens de faire un glacis et que tu penses qu'il n'est pas assez puissant, tu peux tout à fait refondre en quelque sorte un autre glacis dans ce même glacis. Tout va se fondre en fait, tant que c'est pas cicativé, que c'est pas en train de mordre, c'est pas du tout un problème, tu peux remanipuler tout ça tant que tu en as besoin. Ça c'est une méthode que moi j'aime bien pour commencer une séance, c'est me dire ok, est-ce que je veux que ce soit plus foncé, plus clair, quelle couleur, dans quelle direction, je commence à passer un glacis ou deux, j'aime bien le rendu que ça donne en général des glacis, et ensuite je me demande s'il y a besoin de faire plus de modifications, et si besoin est, de venir appliquer de la peinture absolument opaque par-dessus, c'est pas du tout un problème. Il faut se sortir de la tête qu'une séance de peinture, c'est ou de la peinture opaque, ou des glacis. En fait, ça peut tout à fait être un cumul des deux, et l'épaisseur de peinture qu'il va y avoir, ou est-ce que c'est transparent ou opaque, etc., peut tout à fait changer au fur et à mesure de la même séance. Donc après, tu vois, c'est comme tous les glacis, on peut aussi en faire trop, et là, tu vois, je suis en train d'essayer de faire un glacis avec un bleu un peu plus turquoise, j'essaie de rajouter de la distance, et en même temps de faire des choses subtiles que j'allais bien aimer, et effectivement, j'avais un petit peu du mal. Il y a toujours des moments comme ça dans des peintures où on se met à douter un petit peu, où on sait plus trop ce qu'on fait. Et je pense que c'est un sentiment assez normal au final, puisqu'on perd un petit peu l'objectivité, on a tellement travaillé dessus, ça fait peut-être 10 heures en tout, et du coup forcément au bout d'un moment on perd un petit peu la motivation, on perd un peu le truc. Mais c'est pas grave, faut simplement continuer, parfois faire une petite pause, ça fait du bien. Là, ce que tu peux voir, c'est que le hibou, il a déjà été pas mal modifié, et finalement, c'est exactement avec la même technique que ce que je suis en train de faire là dans le fond. C'est tout simplement des glacis, en fait. Donc tu vois, je passe des glacis généraux dans la partie d'ombre, dans la lumière, je fais en sorte que ma jonction ombre-lumière soit bien claire, que ça puisse pas prêter à confusion, et ensuite, et seulement ensuite, je viens passer plus de détails, éclaircir, foncer, retravailler mes valeurs, etc. Donc comme tu peux voir sur la montagne qui est à droite, en fait, il y a une espèce de végétation qui a poussé dessus, et en fait, c'est vraiment pas du tout détaillé, hein, c'est vraiment des coups de pinceau un petit peu bordéliques qui m'ont permis de donner un petit peu cet effet comme ça de vert. Et ce vert, je l'ai obtenu grâce à un mélange de terre naturelle, c'est donc un jaune très très désaturé, et puis du bleu outre-mer et du marron. Donc en fait, c'est très très peu vert. En fait, au fur et à mesure que ça avance, il y a un peu de moins en moins de choses à dire, puisque je répète constamment les mêmes choses, dans des directions ou dans d'autres, toujours en me posant ces mêmes questions. Est-ce que je veux que ce soit plus foncé, plus clair, chaud ou froid, et ensuite que ce soit plus ou moins dans quelle couleur, ou plus ou moins dans une autre couleur. Au fur et à mesure que je peins dans les détails, en fait, je me permets d'ajouter encore plus de matière avec éventuellement même du liquin impasto, et ça, je le fais vraiment que dans les zones focales, c'est-à-dire dans mon hibou et dans la hache. En général, ce qu'on voit souvent dans les peintures, c'est les zones de lumière qui sont faites en relief et les zones sans lumière qui sont faites à plat. Pourquoi? En fait, c'est tout con comme truc, je vais vite fait t'expliquer. En fait, lorsque ta peinture elle est exposée dans une pièce, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être éclairée par une source de lumière. En général, sinon ça va être difficile de la voir. Donc ce qui va se passer, c'est que ta source de lumière va taper sur ta peinture, et s'il y a des reliefs, il va y avoir des reflets, en fait, tout simplement. Le relief va faire une petite bosse sur ta peinture, et donc la lumière va frapper dessus, va revenir dans ton œil, et donc tu vas avoir un reflet de la lumière sur le relief qui revient dans ton œil. Bref, jusque-là, tout va bien. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que ce reflet de lumière, il va être plus clair que tes blancs les plus blancs. Parce que même si ton blanc à toi, il est blanc pur, admettons, ce blanc pur, une fois éclairé par un spot de lumière, forcément, ça va devenir brillant, ce qui signifie que ce brillant-là va être plus clair que ton blanc. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle on veut avoir des reliefs dans nos lumières et non pas dans les parties d'ombre, parce que sinon tu vas te retrouver à avoir des zones qui brillent en fait, des zones qui donnent des reflets de fou dans tes parties d'ombre, et ça va donner l'impression que tes parties d'ombre sont à la lumière, ou ça va donner de la pollution qui n'est pas nécessaire. Alors que si tu as au contraire des petits morceaux très très lumineux dans tes parties de relief, forcément ça va rajouter une luminosité supplémentaire que tu n'as même pas besoin de peindre, qui en fait est circonstancielle avec l'éclairage de la pièce en fait.
Bon alors à ce moment-là, je vais péter un plomb, vous me direz dans les commentaires si vous pensez que c'était une bonne idée ou pas, parce qu'à ce stade de la peinture où elle aurait pu être à peu près terminée, j'étais pas content avec le violet qu'il y avait dans les nuages principalement, et du coup j'ai recouvert une fat partie de ma peinture, simplement avec du blanc, du noir et du bleu de cobalt. Je l'ai joué le plus simple possible, parce que je trouvais que j'étais parti dans des considérations de couleurs qui étaient trop, pas forcément trop complexes et tout, mais qui étaient mal maîtrisées, et voilà, j'ai préféré faire ça. Donc en fait, j'ai tout simplement rebattu mes cartes, repris le pinceau un petit peu en poil synthétique de cochon un petit peu gros, en biseau, que j'aime bien, et tout simplement j'ai tout recouvert, avec une pâte qui était un petit peu la même que si j'avais passé la première couche, en fait, une genre de demi-pâte. Ça veut dire suffisamment liquide pour être facile à travailler, et en même temps, vraiment couvrante. Au final, après avoir repassé quasiment tout le fond avec cette teinte, ça donnait ça. Et c'est vrai que je me suis dit, sur le coup, j'étais content, et puis après, quelques jours après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, là, vraiment, j'ai fait quelque chose, je suis pas sûr de moi. J'ai donc refait une séance de glacis en fait pour la désaturer, pour éviter de devoir tout repeindre à chaque fois. Donc j'ai fait une séance de glacis avec principalement du marron et un petit peu de bleu, avec un tout petit peu d'ocre à l'intérieur. Et au final ça m'a donné un genre de marron un petit peu désaturé, et en fait je l'ai appliqué en couche tellement transparente que ça n'a pas fait du bleu une autre couleur, simplement ça a désaturé le bleu, ça l'a remis dans quelque chose d'un petit peu moins flash comme ça, parce que là vraiment ça prenait tellement d'attention, ce bleu qui était presque électrique partout, que ça me posait problème. D'un point de vue de la perspective atmosphérique, ça n'avait pas vraiment de sens que tout le fond absolument soit comme un genre de camailleux de bleu, et j'avais besoin aussi de rajouter un petit peu plus de subtilité. Donc ce qui se passe lorsque tu fais un glacis comme ça, par exemple de marron sur du bleu, c'est que dans les zones qui sont très bleues, ça va simplement désaturer un petit peu ton bleu, ça va un petit peu le salir, ça va le foncer aussi bien entendu, et dans les zones qui sont beaucoup plus blanches, beaucoup moins saturées en couleur, là pour le coup c'est le marron qui va venir dépasser un petit peu sur la couleur qui est en fait très très faible, et du coup ça va donner des couleurs un petit peu chaudes. Donc le glacis, selon la couleur sur laquelle tu l'appliques, va avoir une impact complètement différente sur la peinture en fait. J'ai plusieurs vidéos de démonstration de glacis comme ça si tu as envie de voir un petit peu comment les glacis réagissent au fur et à mesure des peintures. Donc je t'invite à aller les voir, elles sont pas mal, tu devrais apprendre pas mal de trucs si les glacis c'est encore un petit peu flou pour toi. J'ai finalement repassé un ou deux glacis aussi sur mon hibou dans les zones de foncé qui m'ont permis de désaturer légèrement certaines zones qui étaient un petit peu trop bleues, un peu trop électriques. Et j'ai aussi passé pas mal de détails de plus dans la flotte en premier plan, histoire qu'on ait un petit côté un peu plus de vague et un petit peu plus de détails. Au final, mon fond, il est mieux comme ça, je trouve, parce que je le trouve un peu moins tiré par les cheveux. J'avais fait un peu trop d'expérience avec des violets, des bleus, des marrons. Donc effectivement, là, je trouve que c'est plus concis, plus simple, et en fait, ça me va plutôt pas mal. Bon voilà, comme tu vois, c'est quand même pas mal de galères et au final de problèmes et de résolution de problèmes. Mais voilà, c'est comme ça, c'est en persévérant qu'on y arrive et peinture après peinture, on finit par avancer dans ses compétences. Je trouvais ça un petit peu intéressant de parler aussi des doutes qui sont inhérents à la peinture pour démystifier un petit peu le processus et pour vraiment comprendre que la peinture, c'est comme tout, en fait, c'est du travail, c'est aussi de la galère et qu'à un moment donné, il y a aussi beaucoup de questions qui sont parfois difficiles à répondre et du coup, ben voilà, en travaillant, on finit petit à petit par trouver ses chemins pour trouver la meilleure solution. Donc n'oubliez pas de poser des questions si vous en avez pour la foire aux questions, et puis à la prochaine, ciao.